Une seule vanne défectueuse a déclenché une réaction en chaîne qui a libéré un brasier à l'usine chimique Philips. Cette catastrophe allait mettre en lumière les dangers du manque de réglementation en matière de sécurité. Nous sommes le 23 octobre 1989. Des ouvriers effectuent une maintenance de routine sur le réacteur 6 du gigantesque complexe chimique de Houston. Ce n'est pas une procédure compliquée, mais elle exige tout de même de la prudence. Le réacteur à haute pression est rempli d'un cocktail de matières hautement inflammables. Il n'y a pas de place pour l'erreur. Étape par étape, les ouvriers suivent la procédure de maintenance. Soudain, un sifflement assourdissant perce l'air alors que le réacteur libère violemment tout son contenu dans la cour de l'usine, engloutissant tout dans un nuage de vapeur combustible. Les ouvriers savent qu'il suffit d'une minuscule étincelle pour tout faire exploser, alors ils commencent à courir. 2 minutes plus tard, un centre sismique à Houston enregistre une puissante secousse au-dessus du complexe de Pasadena. Une grande colonne de fumée noire s'élève dans les airs. C'est une catastrophe à grande échelle causée par une seule mauvaise manœuvre. Le complexe chimique était situé dans la zone industrielle animée le long du Buffalo Bayou. Il appartenait à la société pétrolière Philips et comptait plusieurs usines sur le site. Toutes ces installations, y compris l'usine 5 où l'accident s'est produit, étaient des installations de haute technologie avec des procédures d'exploitation strictes et des mesures de sécurité rigoureuses. Du moins, c'est ce que disaient les journaux. En revanche, des rapports suggéraient que l'entreprise était connue pour engager des sous-traitants et des travailleurs moins formés par rapport à ses propres employés. Ces travailleurs gagnaient environ 65% du salaire des employés de Philips et ne bénéficiaient pas d'avantages tels que l'assurance maladie ou les pensions de retraite. Mais cela avait un prix. Le jour de la catastrophe, un groupe de travailleurs a été affecté à la maintenance du réacteur 6. Le réacteur produisait du polyéthylène haute densité ou PEHD, un matériau utilisé pour fabriquer des bouteilles et des récipients en plastique. La structure de 45 mètres de haut était appelée un réacteur en boucle. À l'intérieur du réacteur, un mélange de produits chimiques, d'éthylène, d'isobutane, d'hydrogène et d'hexène était chauffé à 110 degrés Celsius. Ces matériaux réagissent entre eux sous une pression de 40 bars et créent des particules de PEHD. Les particules se déposaient dans 6 tubes de décantation. Ces conduites transportent le PEHD vers un réservoir pour un traitement ultérieur. Au cours du processus, les particules finissaient par obstruer progressivement les tubes de décantation qui devaient être dégagés manuellement. Cela se faisait sans arrêter le processus. À l'intérieur du réacteur, une vanne spécialement conçue était utilisée pour séparer les conduites du réacteur. La procédure de désobstruction n'a été lancée que lorsque les 6 tubes étaient en tout bouchés, ce qui s'est produit le dimanche 21 octobre 2 jours avant la catastrophe. Les employés ont lancé le nettoyage comme prévu. En fermant la vanne seulement, après s'être assuré que l'indicateur était rouge fermé, ils ont déconnecté 2 tuyaux d'air qui contrôlaient pour la vanne. Enfin, ils l'ont verrouillé physiquement en position fermée pour s'assurer qu'aucun contenu du réacteur ne s'écoulait dans les conduites. Pendant le nettoyage, l'étape suivante consistait à ouvrir une deuxième vanne au bas de la conduite et à retirer les résidus plastiques. Mais la procédure a été laissée à terminer la semaine suivante. En raison d'autres priorités de travail, on peut se demander si la catastrophe aurait pu être évitée avec une autre hiérarchisation des tâches. Il a fallu une enquête approfondie pour découvrir ce qui s'est passé ensuite. Le lundi 23 octobre, 99% du contenu du réacteur, soit environ 38 500 kg, a été libéré dans l'atmosphère. En une seconde, un nuage dangereux de gaz hautement inflammable s'est répandu sur le site. Un signal d'alarme a retenti et les ouvriers de toute l'usine se sont précipités pour évacuer. Malheureusement, il y avait trop peu de temps. En moins de 2 minutes, le nuage a atteint une source d'inflammation et a explosé avec une force énorme. L'explosion a secoué tout le parc industriel et l'a arrosé de gros morceaux de métal. Le métal volait partout et tout explosait. Avez-vous ressenti l'impact? Ça m'a projeté à 10 mètres. Et je me suis simplement relevé et j'ai commencé à courir, j'ai sauté par-dessus les obstacles et j'ai couru vers l'arrière et j'ai continué à courir. L'explosion à l'usine Philips était aussi puissante que 2,4 tonnes de TNT et a atteint 3,5 sur l'échelle de Richter. Les premières explosions ont mis la majeure partie de l'usine en feu. En 10 à 15 minutes, les flammes ont atteint 2 réservoirs de stockage d'isobutane de 20 000 gallons et ont provoqué une autre explosion massive.
Pour aggraver les choses, un autre réacteur de polyéthylène a subi une défaillance catastrophique, 25 à 45 minutes après le premier. Alors que le chaos s'installait, il pourrait y avoir eu jusqu'à 3 autres explosions. Les premiers intervenants furent les pompiers de la société Philips, vite rejoints par ceux de l'association d'entraide industrielle de Chanel. Dès leur arrivée, les hommes ont compris qu'ils avaient une tâche difficile devant eux. L'incendie était incontrôlable et l'explosion avait aussi détruit une grande partie du système d'alimentation en eau pour le combattre. Les pompiers ont utilisé des sources alternatives, tours de refroidissement, conduite d'eau d'une usine voisine, bassin de décantation et même le canal maritime. Malgré ces efforts, les flammes intenses et la quantité massive de carburant représentaient un défi pour les intervenants. Finalement, après une lutte de 10 heures, une force combinée de camions de pompiers, de camions à mousse de Philips et de brigades des usines voisines, ainsi que des services locaux, est venue à bout de l'incendie. Pendant cette période, les opérations de recherche et de sauvetage étaient en grande partie irréalisables. Le lendemain matin seulement, les employés de Philips ont vérifié si l'usine était sûre pour l'intervention des équipes de secours. Même si l'incendie était maîtrisé, il y avait toujours un risque d'autres explosions et d'effondrements structurels. Les agents de l'administration de la sécurité et de la santé au travail ont été parmi les premiers sur place pour recueillir et préserver les preuves. Leur enquête a non seulement révélé un nombre important de défaillances au sein de l'usine, mais a également indiqué que les responsables de l'usine avaient connaissance de ces problèmes à l'avance. Après un examen approfondi, une séquence d'événements potentiels a émergé. Lors de la maintenance, le dispositif de consignation a été retiré de la vanne supérieure de la jambe de décantation numéro 4. Lorsque les ouvriers ont reconnecté les tuyaux d'air, qui régulent la vanne, ils l'ont involontairement ouverte, provoquant le déversement du contenu du réacteur à travers la jambe de décantation. L'enquête a révélé une faille importante dans la conception du système. Les tuyaux d'alimentation en air et de décharge de la vanne supérieure étaient identiques. Cette similarité a rendu possible une confusion, permettant aux ouvriers de les connecter à l'envers. Alors que l'indicateur pouvait afficher fermé, la vanne pouvait en réalité être ouverte. L'explosion et l'incendie qui a suivi ont tué 22 ouvriers de l'usine, tandis qu'un autre employé est décédé plus tard à l'hôpital. Toutes les victimes ont été retrouvées à moins de 75 mètres du réacteur 6, là où la fuite de gaz s'est produite. Un rapport au président a signalé que 130 personnes de plus avaient été blessées dans l'accident. 35 ouvriers ont été hospitalisés, dont 5 avec des blessures mettant leur vie en danger. Plus de 100 membres du personnel sont sortis indemnes après avoir été isolés par l'incendie. Les gardes-côtes américains et les bateaux du service d'incendie de Houston les ont secourus. La société Philips Petroleum a subi des dommages matériels d'une valeur de 715 millions de dollars, soit 1,73 milliard de dollars dans l'économie actuelle, ainsi que 700 millions de dollars supplémentaires en perte de revenus. Dans la conclusion finale de l'enquête, l'OSHA a constaté une violation grave de procédures bien établies et bien comprises, qui ont créé les conditions ayant permis la fuite et l'explosion qui a suivi. Pour faire simple, Philips a intentionnellement ignoré ses propres procédures de sécurité ainsi que les pratiques standards de l'industrie. À l'usine de Pasadena, par exemple, l'entreprise avait mis en place une procédure qui n'intégrait pas de protection de secours. De plus, l'OSHA a constaté que le mécanisme pneumatique de l'actionneur pouvait être raccordé à tout moment, même pendant une procédure de maintenance, et que quelqu'un aurait pu ouvrir les vannes accidentellement ou délibérément. En outre, Philips a été accusé d'une séparation insuffisante entre les bâtiments et l'usine, ce qui a contribué à un grand nombre de blessés et de morts parmi les travailleurs qui n'avaient tout simplement pas assez d'espace pour effectuer une évacuation efficace. La secrétaire américaine au travail, Elizabeth Dole, a expliqué « Cette tragédie est aggravée par des preuves évidentes que cette explosion aurait pu être évitée si les procédures de sécurité reconnues avaient été suivies. » L'OSHA a découvert des documents internes de Philips qui demandèrent des mesures correctives, mais qui ont été largement ignorées. Elle a également souligné le fait que Philips, ainsi que d'autres entreprises du secteur, engagèrent des sous-traitants moins qualifiés pour effectuer des opérations dangereuses. Et cela a eu des conséquences mortelles. 2 mois avant la catastrophe, des sous-traitants ont ouvert des canalisations menant à une cuve sans isoler la conduite. En conséquence, des solvants inflammables se sont échappés dans une zone adjacente où ils se sont enflammés et ont brûlé 4 ouvriers, en tuant 2. Lors d'une autre occasion à laquelle un opérateur de l'usine a assisté, des ouvriers sous-traitants ont proposé d'utiliser la pression du réacteur pour nettoyer des vannes obstruées.
une procédure qui aurait pu entraîner une catastrophe de même ampleur. Au final, l'OSHA a accusé la société Phillips Petroleum de 566 infractions volontaires et de 9 infractions graves, proposant une amende totale d'environ 5,7 millions de dollars. En réponse au rapport, la société Phillips Petroleum a accepté de payer une amende de 4 millions de dollars et d'instaurer les procédures de gestion de la sécurité des procédés proposés par l'OSHA dans les installations de la société à l'échelle nationale. Dans le cadre de l'accord, l'OSHA a accepté de retirer la qualification d'infraction délibérée des citations. Les normes de gestion de la sécurité proposées par l'OSHA ont été publiées dans le Code des règlements fédéraux en 1992, près de 3 ans après la catastrophe. Ces normes ont révolutionné les processus de sécurité, la conception et les pratiques opérationnelles de l'industrie pétrochimique. En conséquence, le complexe chimique Phillips Houston à Pasadena, comme toutes les autres usines similaires du pays, a pu devenir un lieu de travail plus sûr. Pourtant, en 1999, l'usine a été le site d'une autre explosion et d'un incendie qui ont coûté la vie à 2 sous-traitants brûlés vifs par du plastique en fusion à 260 degrés Celsius. Une autre explosion, avec une issue fatale, a eu lieu l'année suivante. Après toutes les catastrophes qui ont frappé l'entreprise, la sécurité des travailleurs semblait être restée lettre morte. Regardez cet épisode. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un like et laissez un commentaire pour soutenir la chaîne.